Et je laisse la parole pour cet entretien à Richard Dessès. Bonjour Richard. Bonjour Liselotte et bonjour à tous les auditeurs de Radio Courtoisie. Ouais, comme d'habitude, nous recevons Mériadec Raffray, notre partenaire du mardi. Bonjour Mériadec, on va rappeler que vous êtes le journaliste à Valeurs Actuelles, responsable des pages Monde. Et ça tombe bien, il se passe plein de choses en ce moment dans le monde et on va quand même un peu parler de ce qui se passe entre les Russes, les Ukrainiens et les Américains, puisque c'est quand même un peu le sort de la planète qui est en train de se discuter. Bonjour Liselotte, bonjour Richard, toujours un plaisir de vous retrouver le mardi matin à 8h08 pour cette vision du monde autrement, effectivement. Donald Trump et j'allais dire Donald Poutine, mais Donald Trump, on est bien d'accord, et Vladimir Poutine en fait poursuivent donc le grand reset, la grande réinitialisation de leur rapport par un deuxième round de négociations qui a eu lieu hier. Alors on attend le communiqué en fait officiel russo-américain, enfin russe et américain, pour avoir un peu plus de détails sur ce qui s'est déroulé hier. Mais je crois que c'est intéressant de resituer un petit peu ça dans le contexte de ce qui a démarré, je rappelle à vos éditeurs, le 18 février dernier, puisque c'est également à Riyad. Hier, ça se tenait à Riyad. C'est également à Riyad qu'ont eu lieu les premiers pourparlers officiels. La première rencontre au sommet entre les deux équipes négociatrices russes et américaines de très haut niveau, puisqu'on avait d'un côté le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, j'en ai parlé ici, et flanqué de deux négociateurs de haut niveau, et de l'autre côté, Sergueï Lavrov, ce ministre des Affaires étrangères, en poste depuis au moins une vingtaine d'années auprès de Vladimir Poutine. Donc c'est un peu le choc des cultures, parce que d'un côté, on a le temps long, j'y reviendrai, l'expérience, le temps long, la connaissance, l'expertise des dossiers. De l'autre, on a une équipe évidemment plus court-termiste qui n'a qu'un an et demi ou 2 ans pour faire la démonstration à leurs électeurs que oui, Trump va changer l'Amérique, va changer le monde. C'est intéressant d'avoir ça en présent à l'esprit quand on veut comprendre ce qui se passe actuellement. Il y a pas un choc, mais en tout cas, il y a 2 temps différents dans chaque camp. Donc, première rencontre le 18 février. Entre-temps, il y a eu il y a eu d'abord la rencontre entre Trump et Zelensky à Washington, qui a fait couler beaucoup d'encre. Certains ont même écrit, à mon avis, de manière, en tout cas sans preuve, que Donald Trump avait tendu un piège à Zelensky. Je ne crois pas. Il y a plusieurs Il y a d'autres disent que Zelensky a insulté le président Trump dans le bureau ovale en démonstration à l'appui, en réécoutant une partie de la conversation. Je crois surtout que Zelensky voulait faire comme il avait fait depuis 3 ans, c'est-à-dire, entre guillemets, essayer de tordre le bras au camp occidental, aux dirigeants occidentaux. Et en fait, avec Donald Trump, il est tombé sur un os. Et Donald Trump lui a mis la pression. Donc c'était le 28 février. Entre-temps, Zelensky a accepté les conditions d'une négociation de paix, c'est-à-dire on négocie d'abord un cessez-le-feu et on verra ensuite pas de conditions appliquées à ces négociations de cessez-le-feu en amont des négociations. C'était ça vraiment le point crucial. D'autre part, deuxième point crucial, Trump a dit « I want my money back ». Nous avons donné 150, 200 milliards, allez, 120, 130 milliards de dollars pendant 3 ans à l'Ukraine. On vous a aidé, bon, ça n'a pas marché, mais maintenant vous allez payer, c'est-à-dire vous allez rembourser sous la forme d'un certain nombre de contrats pour l'Amérique, pour les entreprises américaines, concernant notamment des minerais rares en Ukraine. Bon, c'était pareil, Zelensky, c'est effectivement une forme de chantage à assumer. Zelensky n'était pas d'accord pour rentrer dans ce chantage. Finalement, il a accepté de baisser les bras. Et pour ces 2 conditions, il a couché les pouces. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, Zelensky reste dehors des négociations russo-américaines. Et donc, il essaye, parce que lui joue sa tête au sens politique du terme, peut-être même, certains disent peut-être même sa tête tout court. Aujourd'hui, il crispe les acteurs ukrainiens et en particulier l'opinion publique ukrainienne. Il cherche évidemment à peser dans un jeu dans lequel il n'est pas invité à la table pour jouer. Donc cette deuxième rencontre avait lieu hier, et là on est descendu d'un cran, si je puis dire.
la première rencontre était une rencontre globale, c'est-à-dire nous sommes d'accord, vérifions si nous sommes d'accord sur le terme, sur l'équation de cette grande réinitialisation des rapports russo-américains. Je vais essayer de résumer ces grands termes sur lesquels les Américains et les Russes sont tombés d'accord. Premièrement, l'Ukraine. Quelles seraient les conditions d'un cessez-le-feu, d'une paix en Ukraine ? Ce seront les conditions posées par la Russie, a dit Trump et a dit Marco Rubio. Pas d'OTAN en Ukraine. On verra à la marge, mais en tout cas, la majorité des terrains conquis par la Russie resteront à la Russie. Et la troisième condition, c'est une forme de neutralisation militaire de l'Ukraine. C'est là où, je vais y revenir, les choses sont un peu plus compliquées à mettre en musique, même si les Américains semblent d'accord pour ces conditions, qui sont des conditions dures pour l'Ukraine, parce qu'en fait, il faut le répéter, la guerre est perdue pour l'Ukraine. C'est en fait ce que comprennent pas les Européens aujourd'hui, ou ne veulent pas comprendre les Européens, c'est pas avoir un jugement de valeur que de dire ça, c'est en fait juste regarder l'équation des choses. D'ailleurs, ce sont les militaires américains les premiers qui ont posé ce solde de l'équation ukrainienne il y a déjà au moins un an, après l'offensive ratée ukrainienne de l'été 2023. Et ce sont d'ailleurs les militaires ukrainiens eux-mêmes qui ont confirmé cette équation. Je vous renvoie notamment aux fameuses interviews qu'avait donné l'ancien chef d'état-major de l'armée ukrainienne, le général Valéry Zaloujny, en novembre, je crois que c'était le 1er ou le 2 novembre 2023, au magazine anglo-saxon The Economist, dans lequel il avait dit c'est simple. L'équation est pour nous binaire, soit nous obtenons une aide massive de l'Occident pour faire basculer le rapport de force dans le Donbass, soit nous n'avons tout simplement pas les moyens de résister en fait à l'effort de guerre, à la machine de guerre russe. Et la réponse était contenue dans cette manière de poser l'équation, c'est que depuis le début, nous le savons très bien, les Américains ne veulent pas rentrer en confrontation directe avec la Russie, ils ne veulent pas aller vers la Troisième Guerre mondiale. C'est, je dirais, c'est le noyau de l'équation initiale de l'Ukraine. Quel qu'en soit le coût, quel qu'en soit le prix, les Russes ont décidé de stopper l'avancée de l'OTAN vers l'Est en Ukraine. L'Ukraine, si vous voulez, c'est comme l'Alsace-Lorraine ou comme les Antilles ou Cuba pour les Américains. Ils considèrent que pour l'adversaire, mettre un pied en Ukraine, c'est mettre un pied dans leur jardin stratégique. Et donc, c'est, comme disaient les Romains, non possumus. Et donc, ils sont prêts, d'une manière ou d'une autre, à ne pas perdre ce conflit, si ce n'est de manière conventionnelle, du moins de manière avec la dissuasion nucléaire. Donc on est parti de cette équation que ne voulaient pas voir, en particulier les Européens, qui se sont engouffrés dans ce conflit sans stratégie, sans même bien comprendre ou bien intégrer en fait cette équation. Et le deuxième point de cette réinitialisation validée donc le 18 février à Riyad, c'était on va aller plus loin. C'est pas que l'Ukraine. En fait, on va poser sur la table les cartes du jeu géopolitique mondial et voir, a dit Marco Rubio, le chef de la diplomatie américaine, quelles seraient les opportunités stratégiques sur lesquelles nous pourrions, nous, Russes et Américains, retrouver des points d'entente, des points d'accord, voire même des points d'alliance. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que, par exemple, et on va y revenir si on a le temps, mais au Moyen-Orient aujourd'hui, une rumeur bruisse selon laquelle la Russie serait prête à sacrifier son pion iranien au profit de cette grande réinitialisation. Ce serait en quelque sorte une des contreparties sur lesquelles tout le monde s'interroge du fait que Donald Trump accepte les conditions de la Russie pour négocier un cessez-le-feu en Ukraine. Ce qui d'ailleurs correspondrait exactement aux vœux de Donald Trump, dont on sait qu'il hait l'Iran pour des raisons qui lui appartiennent. Alors, on va y revenir, si vous voulez bien, Richard. Je suis pas tout à fait en phase. Enfin, je voudrais apporter une nuance à la question ou à l'affirmation que vous faites. Mais pour terminer dans cette grande réinitialisation, ça va même plus loin, puisque certains intellectuels, philosophes, je pense à des Russes notamment, esquissent le fait que pour la première fois, en fait, en quelque sorte, l'Amérique qui a fait sa révolution, qui veut faire sa révolution conservatrice,
marcherait ou tenterait de rattraper en fait l'évolution qui est inscrite depuis 2000 dans les gènes de la nouvelle Russie, celle de Poutine, c'est-à-dire cette Russie qui était le défenseur, enfin qui était le vecteur en fait de la révolution communiste dans le monde, devenue aujourd'hui cette Russie vecteur du retour d'une forme de conservatisme, d'une forme de championnat de l'orthodoxie, des valeurs traditionnelles sur lesquelles aujourd'hui elle fédère toute une partie en fait des États de ce qu'on appelle le Sud global, en tout cas des États qui ne sont plus alignés avec l'Occident, en particulier avec l'Europe, et pour des raisons essentiellement de valeurs. Et donc on peut esquisser en fait ce retournement jusque-là, on verra bien. En tout état de cause, hier, lundi, il s'agissait de rentrer dans la maille, comme on dit, c'est-à-dire une fois qu'on est d'accord sur les grandes lignes, maintenant il va falloir se mettre d'accord sur les points de détail. Et c'est là où peut-être que les choses difficiles commencent, et en tout cas c'est là où joue à mon avis cette différence de calendrier que j'évoquais tout à l'heure, c'est que les Russes ne sont pas pressés, contrairement à ce qu'on dit. Il y a 1 an et demi ou 2 ans, j'écrivais que Vladimir Poutine, dans Valeurs Actuelles, que Vladimir Poutine était le maître du jeu, le maître des horloges, ce qui m'avait valu un certain nombre de railleries, notamment d'un certain nombre de jeunes officiers de l'école militaire qui auraient, à mon avis, mieux fait d'être un peu prudents, car maintenant, il n'y a plus que Mériadec Raffray et quelques-uns qui le disent, mais l'essentiel des stratèges sont d'accord sur le fait que Vladimir Poutine est le maître des horloges. Il a tout intérêt à faire durer les négociations pour pousser au maximum son avantage militaire sur le terrain. Je me rappelle qu'il y a quelques jours, lorsqu'il l'a décidé, Vladimir Poutine d'ailleurs, après être apparu pour la première fois depuis 3 ans avec un uniforme militaire et non plus un costume, à Koursk, a donné le feu vert à ses généraux pour reprendre définitivement cette fameuse poche de Koursk qui est tombée manu militari, et les Ukrainiens ont été obligés, pour ne pas se faire massacrer, de se retirer de Koursk. Et aujourd'hui, si vous voulez, le fait que comment dirais-je, que le front, la Russie continue à pousser sur ce front sur lequel aujourd'hui les Ukrainiens sont accrochés, tel, si vous voulez, le pendu à la corde, c'est-à-dire que la différence de force est telle que le rapport de force aujourd'hui n'est plus une question. La question c'est quand en fait pendant combien de temps encore les Ukrainiens vont-ils durer, d'autant plus que je précise à vos auditeurs qu'effectivement le soutien américain aujourd'hui se fait très faible. Il est essentiellement concentré sur quelques segments, comment dirais-je, permettant aux Ukrainiens de garder la tête hors de l'eau, notamment tout ce qui s'agit de défense air-sol, mais que pour le reste, en fait, le soutien américain est vraiment très très faible, à telle enseigne que certains experts bien mieux informés que moi font le pari que d'ici l'été, l'Ukraine n'aura plus aucune réserve pour se battre. On verra si c'est vrai, mais en tout cas c'est ça l'équation. Et je dirais en quelque sorte, si les négociations durent finalement, peut-être que Donald Trump, ça l'arrangerait aussi, parce qu'il dirait aux Européens, ben voyez, on a négocié, et aujourd'hui, eh bien, les choses sont claires, l'armée ukrainienne capitule, ou en tout cas est sur le bord de la défaite totale, et donc il n'y a plus de question de garantie de sécurité. Ce troisième volet que l'on va aborder juste avant ça. Donc hier, il s'agissait de négocier notamment un cessez-le-feu. Vous savez, il y a eu un premier cessez-le-feu en matière de frappe dans la profondeur sur les infrastructures énergétiques que la Russie a octroyées aux Américains pour preuve de sa bonne foi. Et aujourd'hui, on parle d'un cessez-le-feu en mer Noire. C'est un cessez-le-feu évidemment qui arrangerait Poutine, puisque les drones sous-marins et en fait même les missiles guidés grâce notamment aux Anglo-Saxons ont contraint en fait la flotte russe à se retirer des ports de la mer Noire côté ukrainien pour se planquer de l'autre côté, tout complètement à l'est en fait de la Crimée. Donc les Russes aujourd'hui sont évidemment pas en position favorable en mer Noire, et donc ils seraient tout à fait, ça les arrange clairement d'avoir un cessez-le-feu. Par ailleurs, on parle aussi de reprise de l'accord céréalier qui permettrait aux Ukrainiens d'exporter leurs céréales sans être ciblés par les missiles russes. Voilà de quoi on parle. Et vient se greffer là-dessus
et c'est peut-être le troisième sujet dont je voulais vous parler ce matin, les fameuses discussions, le fameux Barnum, parce qu'on peut l'appeler comme ça, orchestré aujourd'hui par les deux complices européens, Emmanuel Macron, le français, et Keir Starmer, le britannique, le Premier ministre britannique de gauche, élu il y a quelques mois, 2024, et qui aujourd'hui, et comme Emmanuel Macron, fait face à une impopularité croissante. Et l'un comme l'autre ont besoin, comment dirais-je, prennent l'opportunité des relations internationales pour essayer de redorer leur blason et de masquer leurs échecs, ou en tout cas, pour Emmanuel Macron, sa mise à l'écart en fait, de la politique internationale. Il y a quelques jours, à Paris, la semaine dernière, ou il y a 10 jours, Emmanuel Macron a reçu au musée de la Marine une trentaine de chefs d'état-major d'armée, européens, mais pas que, australiens, canadiens, enfin très très largement, pour discuter de cette fameuse force de réassurance des Ukrainiens en cas de cessez-le-feu. Force de réassurance que Vladimir Poutine ne veut pas. J'ai interviewé la semaine dernière dans Valeurs Actuelles le fameux Piotr Tolstoï, le vice-président de la Douma, qui m'a dit, j'invite les lecteurs évidemment à lire entièrement ces 4 pages d'interview qui sont brutales, hein, ils sont brutales, mais c'est ce qu'on appelle une corde de rappel de la réalité. Il m'a dit, voyez à quel point l'incompréhension est profonde. Nous avons ouvert le feu en Ukraine pour qu'il n'y ait pas de soldats de l'OTAN en Ukraine. Et 3 ans après, nous avons gagné cette guerre et vous continuez à nous dire que vous allez mettre des forces de sécurité en Ukraine. C'est pas question, il n'est pas question, m'a-t-il dit. C'est le discours des Russes. D'ailleurs, Vladimir Poutine, Donald Trump, je pense, est à peu près sur cette ligne. Je renvoie vos éditeurs aux déclarations de son envoyé spécial, le magnat de l'immobilier Serge Witkoff, qui a donné une interview à Tucker Carlson il y a quelques jours, en expliquant que il n'a pas dit ça comme ça, mais ça voulait dire que il n'y aura de facto, sans doute, il n'y aura pas de troupes au sol en Ukraine. Au reste, on sent bien que Emmanuel Macron, par les bribes d'informations que l'on peut avoir, a mis un peu d'eau dans son vin, si ce n'est officiellement, du moins dans la réalité, c'est-à-dire qu'officiellement, il continue à porter cette parole, d'être le chef du camp de ceux qui veulent réassurer l'Ukraine. Cette semaine, à nouveau, il va y avoir une réunion de ces chefs d'état-major qui, entre-temps, ont fondu. De 30, ils sont passés à 15, et parmi ces 15, très peu sont prêts à donner des troupes, et en particulier, quasiment aucun ne serait prêt à donner des troupes si l'Amérique ne fournissait pas ce qu'on appelle un backstop, c'est-à-dire une garantie de sécurité aux troupes européennes. Alors, je rappelle que nous sommes en train de recevoir Mériadec Raffray pour Le Monde Autrement, et que nous recevrons ensuite dans l'addition Radu Portocala, dissident roumain. Merci beaucoup, Mériadec. Autre sujet intéressant, passionnant. Et donc, je disais, entre les déclarations va-t-en-guerre, guerrières, martiales, d'Emmanuel Macron et la réalité des négociations actuelles entre les Européens, c'est un peu la peau de chagrin, si vous voulez. Aujourd'hui, finalement, si on résume les situations à grande maille, et je pense, évidemment, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais si je comprends les quelques informations qu'on peut obtenir, c'est que aujourd'hui 2 États sont prêts à mettre des troupes sur le terrain. On va voir où ensuite. La France et les Britanniques, mais plus les discussions avancent, plus les Britanniques évidemment sont fidèles à eux-mêmes, c'est-à-dire qu'au départ on y va, on met des troupes au sol, et quelques jours après finalement, peut-être que ce ne seront pas des troupes au sol, peut-être que ce seront plutôt une forme de réassurance dans les airs avec des avions. Et en fait, les militaires français qui les connaissent bien parient sur le fait qu'au bout du bout, les Britanniques auront fait beaucoup de mousse, et au bout du bout, ils se rallieront sans aucune difficulté à ce que souhaite Donald Trump. Et pardonnez-moi, Mériadec Raffray, il y a quelque chose qu'on ne dit pas, mais qui est quand même évident et qui est comme un éléphant au milieu de la pièce, c'est que
plus les discussions avancent entre les Russes, les Ukrainiens et les Américains, moins les Européens sont invités à la table des discussions. Alors c'est ça. Alors vous avez raison de me rappeler, c'est que en fait l'un des objectifs, en tout cas, c'est comme ça que l'Élysée conçoit son affaire en particulier. C'est il le conçoit avec deux objectifs. Je vais vous donner la manière dont l'Élysée conçoit les choses. Je vous dis pas que c'est ce que je vous décris les choses. Premièrement, ils font ce qu'on appelle du signalement stratégique. Signalement stratégique, ça veut dire attention, nous sommes forts, nous pourrions brandir, nous avons un gros bâton, nous pourrions le brandir si vous étiez méchants. Signalement stratégique, la semaine dernière, quand Emmanuel Macron, avant de s'envoler en Allemagne, s'arrête sur la base aérienne de Luxeuil, dans l'est de la France, et dit... au micro devant les caméras, nous allons augmenter de 2 escadrons supplémentaires le nombre d'escadrons de Rafale qui portent l'arme nucléaire et en 2030 d'ailleurs ils seront dotés du fameux nouveau missile nucléaire de moyenne portée furtif. Signalement stratégique, c'est pas tout de suite, c'est dans 2030. Nous allons mettre en Ukraine ou dans la région des troupes au sol. Signalement stratégique. Entre la déclaration et la réalité, de l'eau va couler sous les ponts. Et en fait, le deuxième, alors ça c'est pour réassurer en quelque sorte les Européens de l'Est qui sont toujours inquiets, très très inquiets de la Russie. Et le deuxième objectif, c'est de tenter de se faire réinviter à la table des négociations, non pas russo-ukrainienne, mais russo-américaine, dont ils sont, depuis le début, écartés par Donald Trump et Vladimir Poutine. Donald Trump et Vladimir Poutine qui parlent entre grands, c'est-à-dire là, on est entre gens sérieux, de bonne compagnie, de même calibre. Et donc l'un des espoirs d'Emmanuel Macron, c'est de pouvoir dire, voyez mon discours que vous critiquiez quand je vous disais que vous disiez que j'étais trop martial, eh bien regardez peut-être que demain, si les Européens sont réinvités à la table de négociation, ce sera grâce à moi, Emmanuel Macron, le grand Emmanuel Macron, qui aura réussi à faire peser la balance, notamment à Washington, pour me faire réinviter à la table des négociations. C'est ça comme ça qu'il faut comprendre les choses. Et puis, je dirais, le dommage collatéral de ça, c'est peut-être quelques troupes au sol. Alors, sans doute pas en Ukraine, sans doute à côté. On verra de ce qu'il en sortira. 2 commentaires. Le premier, c'est que Piotr Tolstoï, lui encore, je l'ai interrogé je lui ai dit, vous qui, depuis 2021 et tout début 2022, vous êtes plaint officiellement aux États-Unis de ne pas qu'on ne vous entende pas sur le fait qu'il fallait absolument discuter, négocier une véritable architecture de sécurité européenne, une discussion qui n'a jamais eu lieu depuis la fin de l'effondrement du mur de Berlin. Comment pouvez-vous, vous les Russes, dire que vous souhaitez cette négociation sans intégrer les Européens pour avoir une discussion et un accord sérieux et durable? Je lui dis, il y a un problème. Vous n'êtes pas, comment dirais-je, rationnel. Et il me dit, vous avez raison. On ne peut pas discuter d'une architecture sérieuse et durable sans les Européens. Je lui dis, donc vous allez être obligé à un moment donné de les récupérer. Il me dit, oui, mais nous ne voulons pas discuter avec les dirigeants européens, avec Emmanuel Macron, avec le chancelier Scholz qui va bientôt partir, avec Keir Starmer qu'ils prennent pour un bouffon. Ils le disent d'ailleurs, ils parlent comme ça. Piotr Tolstoï, qui a l'habitude de manier le verbe un peu haut, parle de bouffon à propos d'Emmanuel Macron aussi. Donc, si vous voulez, les Russes aujourd'hui ne souhaitent pas parler avec les Européens, ils veulent parler avec Donald Trump. Et je crois que Donald Trump aujourd'hui est en phase avec Vladimir Poutine, si vous voulez. Voilà. Maintenant, il est assez. Moi, je serais assez tenté de penser que d'une manière ou d'une autre, l'Américain va vouloir réintégrer les Européens dans ce jeu, mais une fois que ce jeu sera relativement figé. C'est évidemment de son intérêt politique, c'est en quelque sorte, je vous donne un strapontin dans ma grande magnanimité, je vous en donne un et ça arrange tout le monde, ça arrange les Américains. Et évidemment, Donald Trump est un homme d'affaires, s'il donne quelque chose, c'est qu'il exigera quelque chose d'autre.
Et ce quelque chose d'autre, c'est évidemment un effort d'armement supplémentaire des Européens qui se traduit par « achetez-moi davantage d'armes américaines ». Ça tombe bien, l'Allemagne vient de confirmer qu'elle allait acheter les dizaines de chasseurs F-35 qui avaient déjà été commandés, et donc le réarmement européen va d'abord profiter à l'industrie de la défense américaine. Je vous livre quand même un chiffre qui n'a pas été donné tel quel par les spécialistes des questions militaires en Europe. La quantité d'armement américain dans les armées européennes s'élève à peu près à 80%. Aujourd'hui, 80% des armements qui équipent les armées européennes est Made in America. C'est pour vous donner en fait une idée de l'importance de l'intégration des armées européennes dans le système industrialo-militaire américain. Et donc, moi, je ne crois pas, ou en tout cas, je suis comme saint Thomas, j'attendrai pour voir, mais pour l'instant, je ne crois pas que cette grande gesticulation orchestrée par Emmanuel Macron et quelques autres alors on parle plus de défense européenne, mais on parle plus d'Europe de la défense, mais de défense européenne. Je ne crois pas que cela accouchera de quelque chose de nouveau. Le jour où des rafales seront commandées effectivement par les Allemands ou par les Britanniques, ce jour-là, cher Richard, je rendrai ma casquette à Radio Courtoisie et ailleurs. J'irai planter des choux en province. Et ben voilà, il est 8h33, nous sommes le 25 mars, c'est enregistré. Mais il y a comme des chances qu'on vous voit encore assez longtemps. Et est-ce qu'il y a à votre avis, le temps de la discussion, vous nous avez depuis le début dit à quel point c'était Vladimir Poutine qui était maître des horloges. Donald Trump se faisait fort de régler les choses en 24 heures, ça fait quand même 2 mois qu'il est là. Et est-ce qu'on est parti pour attendre une nouvelle offensive russe comme certains le craignent? Est-ce que une fois le printemps passé, les discussions seront closes, ou est-ce qu'au contraire il y en a encore pour 1 an? Alors moi, contrairement aux experts de LCI, je ne suis pas à l'état-major russe ni à l'état-major ukrainien, donc je vais essayer de vous répondre avec les éléments qui sont aujourd'hui à notre disposition. Ce que l'on constate, premièrement, au bout de 3 ans, l'industrie militaire russe est à 100%. Elle est même à plus que 100%. Donc aujourd'hui, la machine industrielle russe est capable de fabriquer et de répondre en fait aux besoins des militaires sur le terrain et de boucher les trous. Ça, c'est une première réponse. La deuxième réponse, c'est qu'ils sont en mesure de fabriquer des obus suffisamment pour poursuivre les opérations, ce que n'est pas capable l'armée ukrainienne aujourd'hui. Deuxième réponse. Ce que l'on a constaté à propos de Koursk, c'est que pendant des mois, on a dit, voyez, les Russes sont incapables de reprendre Koursk, simplement ils sont dans des petites offensives, des petites escarmouches, et les choses sont figées. Il ne s'est rien passé, et tout d'un coup, au signal, il y a quelques semaines, il y a quelques jours, quelques dizaines de jours, on a vu un paquet de militaires russes, de troupes russes, se monter à l'offensive et régler le problème de manière brutale, sanglante, mais régler le problème en quelques jours. Ce que je veux dire par là, c'est que on voit à travers cet exemple que les Russes ont des réserves sous le pied, qu'ils sont en mesure en fait de rassembler des forces suffisantes pour pouvoir changer le rapport de force de manière définitive. Alors ça, si vous voulez, pour les Russes, c'est difficile puisque le champ de bataille aujourd'hui est transparent, c'est-à-dire que chaque concentration de troupes apparaît aux capteurs qui sont légion au-dessus du terrain. À une nuance près, c'est que comme les États-Unis diminuent en fait leur aide, leur appui, etc. Et on peut imaginer aussi qu'ils sont qu'ils donnent moins de choses en matière de renseignement. Peut-être que l'Ukraine a moins d'informations. Mais en fait, pour l'instant, on ne voit pas. Moi, je n'exclus pas effectivement que la Russie ait les moyens de créer en fait des réserves pour pouvoir ensuite, pousser de manière vraiment brutale et définitive sur le terrain. Avec une nuance près, quand même, c'est qu'on voit que depuis 3 ans, c'est pas du tout la stratégie russe. La stratégie russe depuis 3 ans, elle était un peu difficile à affirmer. Aujourd'hui, elle est très claire. C'est une poussée continue sur l'ensemble du front, lente, pour limiter la perte, parce que dès que les hommes sortent des tranchées, c'est le carnage.
et donc une poussée lente pour limiter le nombre de pertes, mais une poussée lente et régulière et sur l'ensemble du front pour finalement, si vous voulez, arriver comme un pack du rugby à faire reculer l'adversaire, voire même à le mettre à terre. Et donc cette tactique, elle fonctionne aujourd'hui. Elle permet à la Russie de limiter les pertes qui sont quand même considérables en matière humaine. On parle de dizaines de milliers de morts dans cette guerre de chaque côté. Je pense qu'on peut-être même on a dépassé les 100 000 de chaque côté. C'est considérable. Donc les Russes, en fait, ils ont, de mon point de vue, ils n'ont pas intérêt, si vous voulez, à lancer cette grande offensive finale. Je pense qu'ils parient plutôt sur le fait qu'à un moment donné, dans le cadre de cette poussée-là, le front peut se craquer de manière définitive. Et derrière cette dernier rideau défensif, en fait, le terrain est beaucoup plus favorable aux Russes. Il est beaucoup plus plat. Il n'y a plus. On sort de cette zone urbaine dans laquelle, en fait, les Ukrainiens, pendant 10 ans, ont construit des lignes Maginot discontinues. Voilà, je pense que c'est plutôt comme ça qu'il faut envisager les choses, jusqu'à preuve du contraire. Bon, eh bien, Mériadec Raffray, merci beaucoup pour ce nouvel épisode du Monde Autrement, avec tout ce que vous nous avez appris et rappelé. Et bien sûr, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour continuer à examiner cette actualité internationale.